Bonjour à tous. Alors, nouvel épisode de Passion Immo. La dernière fois, j'étais sur un épisode qui est un épisode de début d'année sur les 5 flops de l'année 2024. Alors 5 flops, je vous rappelle, je vais pas les rappeler parce que ça serait trop long et puis autant aller écouter l'épisode. Mais j'avais prévenu, j'avais eu une certaine difficulté à sélectionner les 5 flops de cette année 2024. Tellement il y en avait, voilà, c'est un petit peu paradoxal. Et puis c'est vrai qu'après avoir enregistré l'épisode, je me suis dit ah oui, j'aurais pu parler de ça ou de tel autre. Bon, c'est comme ça, voilà, je pouvais pas parler de tout. Aujourd'hui, c'est la suite, c'est toi avec les tops de l'année 2024 en matière de logement et d'immobilier. J'en ai sélectionné 5 et très honnêtement, je vais pas tourner autour du pot, j'ai eu plus de mal. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué d'en sélectionner. Très honnêtement, j'aurais pu me contenter de 2 ou 3 tops, voilà, qui émergeaient sur l'actualité immobilière et en matière de logement sur l'année 2024. Bon, après, j'ai fait un petit effort parce que vous qui m'écoutez, vous me connaissez, j'aime pas les choses trop tranchées, etc. Alors même dans une situation de marasme et de mouise sur le plan économique qui affecte l'immobilier depuis 2-3 ans maintenant, il y a toujours des choses positives qui émergent. Donc, il y en a quand même. Voilà, alors c'est les 5 que j'ai sélectionnés. Il aurait pu peut-être y en avoir d'autres. Voilà, on pourrait discuter de telle ou telle sélection de ma part, mais bon, c'est pas le sujet. Voilà. Ce que j'espère, c'est que quand je referai la même chose en 2026 sur l'année 2025, sur les tops et les flops de l'année 2025, j'espère que j'aurai moins de mal à faire émerger des choses positives. Voilà. Bon, le décor est planté. Passion Immo. Je sais plus. Ça doit être l'épisode 105 ou 106. Bon, je sais plus exactement. C'est pas très important. C'est parti. Alors, le top numéro 5, parce que je vais les présenter comme ça par ordre, on va dire, de moindre importance pour aller au plus important qui conclura. Il pouvait très bien ne pas être aussi évident que ça pour beaucoup. C'est la transformation urbaine autour du village olympique. Et là, c'est un sujet qui, je trouve, est intéressant. Que n'a-t-on dit sur les JO, en tout cas sur la phase de préparation, d'organisation? Que n'a-t-on dit sur ce village olympique qui était accusé, là encore, de tous les maux? C'est très français, même si c'est agaçant, de toujours critiquer quand les choses se font sans prendre le temps que tout se termine, et puis après on prend du recul, on voit ce qui est positif, ce qui est négatif, on tire des leçons du négatif, et puis on se satisfait aussi du positif. Le village olympique, plutôt pas mal. Je rappelle quelle était la philosophie du village olympique. Alors le village olympique, c'était deux quartiers en quelque sorte. Un quartier plutôt spécialisé pour les médias, qui accueillait les médias, et un autre qui accueillait les athlètes. L'idée de départ, c'était, contrairement à ce qu'on a pu voir sur des JO de ces dernières décennies, moi j'en ai été témoin, pas directement, mais en tout cas en regardant un peu de presse ce qui s'était passé, c'est que souvent on a construit des villages olympiques, qui étaient plutôt intéressants. Et puis, on se rend compte qu'après, sur le long terme, ils servent à plus grand-chose, ils sont abandonnés, etc. Et là, c'était pas du tout l'idée de ces JO. C'était au contraire de faire des choses qui s'inscrivaient dans le temps, de manière durable. Là, quand on parle de développement durable, là encore, souvent, on critique, on caricature. C'est ça le développement durable, c'est-à-dire un projet qui est utilisé à un instant T dans un but précis, mais on essaie de l'inscrire dans le temps. Donc l'idée c'était, on construit pour ce village olympique et derrière on va transformer ça en logement, surtout qu'on est quand même sur des zones autour de Paris qui avec une forte demande en matière de logement. Alors les deux sont en Seine-Saint-Denis,
Donc il y a aussi la volonté de bâtir aussi, de faire des choses en termes de remodelage de l'espace urbain en Seine-Saint-Denis. Et donc, ces deux villages olympiques, ce sont l'idée de les transformer en logements. Alors, il y a à peu près 800 logements qui vont être mis à la vente. Alors c'est pareil, juste après les JO, on voyait les articles disant oui, c'est un échec, etc. Là, j'ai envie de dire, bon les gars, attendez un peu, quoi. Ça se vend pas en 15 jours non plus. Parce que là, en fait, quand on fait le bilan, c'est que le bilan, il est plutôt très très positif. C'est que les logements partent plutôt très bien. Sur un village olympique, il y a 60% des logements qui étaient réservés au cours de l'été dernier, et sur l'autre, on était à 80%, en fait. Alors pourquoi il y a ce décalage ? Tout simplement parce qu'un des villages olympiques, sans rentrer trop dans le détail, demandait davantage de transformation pour pouvoir faire accueillir des logements d'habitation classiques, etc. Donc il y a un décalage, et donc il y a un certain nombre de logements qui ne seront livrés qu'au cours du premier trimestre 2025. Qu'est-ce que ça montre, ça ? Ça montre quand il y a une volonté politique très forte, on construit vite, on construit de qualité, on construit en inscrivant cette construction dans un ensemble, dans une réflexion de transformation urbaine, à des prix plus attractifs en plus que la moyenne de ce qui se passe habituellement, hein. En tout cas sur Paris, c'est très très clair. C'est plutôt un succès, en fait. Donc, vous voyez, on est sur un sujet où ça mérite parfois de pas s'emballer tout de suite sur la réflexion, disons, sur l'absence de réflexion, de prendre un peu de recul et de voir que là, on est sur quelque chose de positif qui s'est passé. Donc ça, c'était mon premier top pour l'année 2024. Je pense que c'est un top qui méritait d'être soutenu et d'être réaffirmé en ce début d'année 2025. Le top numéro 4, c'est la densification douce. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là, la densification douce ? Alors, un petit peu d'histoire récente. Le gouvernement, au printemps, alors c'était déjà en discussion bien avant, avait lancé un plan qui devait aboutir à un projet de loi. Ce projet de loi, c'était le projet de loi sur le logement abordable, qui était, selon son instigateur, le Premier ministre, Gabriel Attal à l'époque, qui était de créer un choc d'offres de logement en France. Bon, derrière les grands mots, parfois, ce choc de logement, le terme il est un petit peu fort. Qu'est-ce que c'était ? Alors, j'ai pris une idée, entre autres, il n'y avait pas que ça, mais c'était par exemple de dire quelque chose qui est très juste. On a en France des zones pavillonnaires, et parfois dans ces zones pavillonnaires, avec des gens qui habitent une maison depuis longtemps, qui ont un terrain, et pourquoi pas favoriser une nouvelle construction sur ce terrain quand c'est envisageable. Bon, moi je trouve l'idée excellente, parce que c'est partir, c'est partir d'un concept qui a été très réfléchi en amont, que l'on entend, qui est utilisé dans certaines villes, un concept de ville vivante. C'est-à-dire, voilà, on prend les choses de manière assez pragmatique, même si ça se réduit pas à ça, et puis on essaye de faire avec l'existant. Plutôt que d'étendre les villes toujours plus, on essaie de regarder qu'est-ce qui peut être développé davantage dans des quartiers existants, dans des zones existantes. Bon, plutôt une bonne idée. Et vous avez des architectes qui d'ailleurs le disent, les quartiers pavillonnaires ont un énorme potentiel de création de logements en France. Voilà, c'est quelque chose qui a trop peu été exploité ces décennies précédentes, et il serait temps de regarder les choses. D'autant plus qu'on est dans le cadre d'un projet, enfin en tout cas d'un objectif qui est de moins construire sur les espaces naturels, agricoles et forestiers, pour atteindre en 2050 ce qu'on appelle le zéro artificialisation nette. Je pense qu'on peut tout à fait construire et développer les villes en ayant à cœur d'avoir des normes et des objectifs environnementaux précis. La question environnementale, elle est quand même très présente. Faut pas qu'on l'oublie malgré les critiques qu'on peut entendre ici ou là. Donc,
Dans ce projet de loi, on avait notamment des outils pour faciliter au niveau local le fait que les maires puissent comme ça autoriser de construire sur des zones pavillonnaires. Très bonne idée. Mais il y a 2 obstacles. Alors, ça, vous allez voir, c'est un peu paradoxal dans un top de mettre en avant des freins. Le premier frein, c'est que la loi a jamais abouti puisqu'il y a eu la dissolution, ce qui montre au passage que la dissolution a eu quand même des ravages qu'on ressent encore aujourd'hui sur le plan politique, mais pas que. C'est-à-dire des projets de loi qui étaient quand même très intéressants et qui sont un peu passés à la poubelle. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils le sont définitivement. On peut espérer que dans les mois qui viennent, il y a quand même des choses qui ont été travaillées, qui vont revenir sur le devant de la scène. Ça, c'est le premier écueil. Deuxième écueil, et ça, je l'avais souligné dans l'épisode précédent, dans les flops, notamment sur la construction neuve, c'est que malheureusement, aujourd'hui, on a dans un certain nombre de villes, de quartiers, des gens qui ne veulent pas de construction nouvelle. Voilà, alors c'est un petit peu le paradoxe, c'est-à-dire à la fois on a des Français qui crient qu'il y a un manque de logement, mais quand on veut en construire près de chez eux, ils n'en veulent pas. Donc ça c'est toujours une difficulté quand même. Et de là, on a des maires, pas depuis si longtemps que ça, mais depuis une dizaine d'années, on a des maires qui s'inscrivent dans un courant de promesses de ne pas construire davantage que ce qui est fait et qui s'engagent résolument sur ce plan. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont un certain succès. Donc tout ça, vous voyez, ça ne milite pas spécifiquement sur cet objectif de densification douce dans des zones pavillonnaires. L'idée est excellente, mais il y a des freins. Donc il reste à voir ce que cela adviendra dans les mois et les années qui viennent. En tout cas, ça c'était le top numéro 4. Le top numéro 3 de l'année 2024, mais j'aurais très bien pu le faire aussi l'année précédente, c'est la qualité de certains professionnels, de l'accompagnement, du commentaire en matière d'immobilier et de logement sur les réseaux sociaux. Alors ça peut sembler paradoxal, je suis un des premiers souvent à un peu hurler sur le n'importe quoi qui se dit sur les réseaux sociaux, et c'est une réalité, mais il faut aussi mettre en avant la qualité de certains. Très honnêtement, aujourd'hui, je pense que quelqu'un qui est un néophyte en matière d'immobilier et de logement, en choisissant bien les gens qu'il va suivre, mais là est le problème, c'est de bien suivre les gens de bien sélectionner les gens qu'il va suivre. Quelqu'un peut avoir une source d'information, de conseils, d'accompagnement absolument remarquable. Mais il faut choisir. Voilà, ça c'est effectivement le souci. Alors moi j'en suis un peu le témoin sur ce podcast parce que je sais que, alors là pareil, au bout de plus d'une centaine d'épisodes, ceux qui me suivent savent qu'en général je suis assez rigoureux sur les gens que j'invite. Ils correspondent toujours à peu près aux mêmes caractéristiques, c'est-à-dire des gens sérieux, des gens qui racontent pas n'importe quoi, des gens qui qui maîtrisent l'environnement réglementaire, fiscal, etc., dans lequel ils évoluent. Parce que je pars du principe que le premier lien de confiance avec ceux qui m'écoutent, avec vous donc, c'est que je mette en avant des gens fiables. Voilà, ça c'est vraiment pour moi c'est vraiment mon fil conducteur de présenter des gens fiables. Et je peux vous dire que j'écarte un certain nombre de personnes, parfois moi-même je suis sollicité par des gens qui m'envoie des messages très sympathiques. Est-ce que je pourrais pas être invité sur votre podcast, etc. Alors souvent c'est en liste d'attente. Voilà. Des fois je réponds pas immédiatement parce que j'ai beaucoup de travail, mais c'est en liste d'attente. Mais toujours je regarde de qui il s'agit, etc. Je prends pas comme ça n'importe qui. Je refuse les interventions payantes et on m'en a déjà proposé. Non, je dis 2 choses. Si j'invite, je ne demande pas de rémunération en retour parce que moi, ça me laisse la liberté de dire non, éventuellement de ne pas diffuser quelque chose dont j'estime que ça n'apporte strictement aucune valeur ajoutée. Bon.
Bref, moi, c'est mon mode de fonctionnement, ce qui fait qu'au fil du temps, j'ai vraiment rencontré, échangé avec des gens absolument remarquables. Je vais en citer quelques-uns. Alors, je suis désolé si j'en ai oublié. J'ai fait ma petite liste à partir d'anciens invités du podcast, etc., que j'ai particulièrement apprécié. Voilà. Alors, je vais mettre les liens avec tous ces noms que je cite, parce que je vais en citer une dizaine quand même. Arnaud Cheminant, Pierre François, Bérengère Dubus, Florian Albéraud, Soufiane Gabel, Guillaume Simonin, Pierre-Emmanuel Jus, Séverine Henriquez, Jérémy Adida, Frédéric Moreau. Voilà ma petite sélection. Alors là, vous avez des gens qui vendent des solutions globales, vous avez des marchands de biens, vous avez également, je pense à une en particulier, Bérengère, qui est courtier en prêt immobilier, mais pas qu'en prêt immobilier, mais courtier en prêt, etc. Bon, voilà, des gens qui font des opérations immobilières, qui sont plutôt à l'aise avec la fiscalité, etc. Alors, il y a un dénominateur avec toutes ces personnes que je viens de citer, et encore désolé si j'en ai oublié, certains vont peut-être me dire « Ouais, tu m'as oublié et tout », c'est que ils sont sérieux, ils racontent pas n'importe quoi, ils vous promettent pas de devenir rentier en 15 jours, ils vendent pas du rêve. Alors parfois il y en a, voilà, ils ont des registres de communication assez différents. Et il y en a quelques-uns auxquels je pense parmi eux qui sont parfois un petit peu cash, qui ont des manières de communiquer peut-être moins respectueuses en fait de certaines formes que d'autres, etc. Mais la caractéristique principale de toutes ces personnes que je viens de citer, c'est que ce sont des professionnels sérieux. Honnêtement, vous suivez cette petite dizaine de personnes, c'est suffisant. Voilà, c'est suffisant pour avoir une actualité immobilière, des points de vue aussi, voilà, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est pas que de la technique, des points de vue. Parce que tous ces gens que je viens de citer, ce sont aussi des personnes qui parlent de leurs échecs quand elles en ont connu, qui les décortiquent, qui les expliquent, etc. Ah mais si, j'ai oublié quelqu'un, Eric Weiss. Ah voilà, alors là j'étais sûr puisque c'est le président de la fédération des marchands de biens en France, et c'est quelqu'un là encore dont je suis assez admiratif du travail pédagogique, etc. Qu'il fait sur l'activité de marchand de biens depuis plusieurs années. Donc je suis désolé, je l'avais pas mis dans ma petite liste, mais je viens de penser à lui à l'instant. Donc il y a Eric Weiss également. Voilà. Donc tous ces gens, vraiment, c'est à suivre. Et je les ai mis dans mon top 3, j'aurais pu les mettre dans le top numéro 1, parce que là, c'est le gage d'une information sérieuse, de qualité, efficace, et si on veut faire une veille intéressante sur le logement, sur l'immobilier, il faut suivre toutes ces personnes. Voilà. Le top numéro 2, c'est la possible fin de crise de l'immobilier. Alors, je prends des précautions, je dis fin possible de crise et je ne dis pas fin de la crise, parce qu'il y a des éléments qui vont plutôt dans ce sens-là, et puis, mais il faut quand même les analyser avec un peu d'intérêt. Bon, la crise, elle est évidente, hein. Je rappelle qu'en 2 années, quasiment, un peu plus de 2 années, on a plus d'un tiers de transactions en moins en France, de transactions dans l'ancien. Donc voilà, s'il fallait donner qu'un seul indicateur, c'est celui-là. Après, il y en a d'autres, j'en ai parlé dans les flops de l'année 2024. Dans le précédent épisode, j'ai beaucoup développé cette dimension-là. Et puis, on voit que depuis le mois de novembre à peu près, il y a un nombre croissant de professionnels qui pense qu'il y a des signes d'une reprise. Alors, pas pour tout de suite, plutôt dans le milieu de l'année 2025. Pourquoi ils anticipent sur cette reprise? Bon, il y a 3 facteurs en fait. Premier facteur, c'est la stabilisation des taux d'intérêt sur les prêts immobiliers. Alors, forte remontée, je refais pas l'histoire, forte remontée des taux, et depuis 1 an environ, on a une baisse quand même qui a été quand même assez marquée. Là, voilà, on est proche de 3,20 environ, 3,20%, voire parfois 3. Il y a des dossiers qui se négocient plutôt correctement.
Bon, ça évidemment c'est un facteur intéressant parce que beaucoup d'acquéreurs potentiels avaient été freinés par la hausse des taux. Ils s'étaient dit si on achète, on achètera plus tard. Ça c'est le premier élément. Deuxième facteur, c'est la dynamique des prix. Les prix ont baissé dans un certain nombre de zones, alors pas partout, hein, c'est très contrasté. Il y a des baisses plus sévères dans certaines villes. En général, c'est les villes qui avaient connu une très forte augmentation au cours des 10 dernières années qui ont subi les baisses les plus fortes, une sorte de correction. Bon, donc on a ça. Alors ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez, on est un peu à la croisée des chemins. Les taux des prêts sont redevenus plus attractifs et on a une baisse des prix qui fait que à 1 an d'intervalle, 1 an et demi d'intervalle, il y a des biens qui sont redevenus plus accessibles en termes de prix. Et puis le troisième facteur, c'est le soutien des politiques publiques. Bon, même s'il est pas, il n'y a pas de quoi sauter au plafond quand même. On a vu que l'extension du prêt à taux zéro, notamment les aides à la rénovation énergétique, il y a des choses intéressantes quand même qui se font à ce niveau-là. Là encore, faut pas tout critiquer. Il y a quand même des pistes intéressantes. Bon, donc tout ça fait qu'il y a une dynamique nouvelle qui est clairement apparue. Certains professionnels le remarquent. Mais alors moi je vais être extrêmement prudent sur cette question-là parce qu'il y a un élément, mais je crois que j'en parlerai prochainement dans un autre épisode. On n'est pas si certain que ça. Les taux des prêts immobiliers vont continuer de diminuer parce que bon voilà, il y a la mécanique des prêts à 10 ans de la France, etc. Bon, c'est d'autres considérations que je veux pas développer là, mais donc rien n'est certain sur cette continuation de baisse des taux, mais toujours est-il qu'il y a des signes plutôt favorables. Et puis, il faut le reconnaître, l'immobilier c'est cyclique. Là, on a l'impression qu'on a touché un peu le fond et que maintenant, la courbe, en tout cas des transactions, ne pourrait que remonter. Mais il y a des éléments quand même beaucoup plus optimistes fin 2024 que c'était le cas 1 an auparavant. Après, il y a la situation économique internationale, la géopolitique aussi qui a son mot à dire. Et là, elle est suffisamment imprévisible pour ne pas se hâter à faire des prévisions trop rapides. En tout cas, ça, c'était le top numéro 2, c'est-à-dire le possible renouveau de la dynamique en matière immobilière. Et le grand vainqueur de l'année 2024, le top 1 en matière d'immobilier, c'est bien sûr la baisse des taux des crédits immobiliers. J'en ai dit un mot il y a encore quelques instants. Bon, je vais rester un petit peu là-dessus parce que on ne peut pas passer cette revue de détails de l'année 2024 sans parler de la baisse des taux des crédits. Rappelons-nous, on était monté à des taux qui dépassaient les 4%. Là, on est redescendu quand même en 1 an à des taux beaucoup plus raisonnables, on va dire entre 3 et 3,5%, pour les dossiers les plus défavorables. Et puis certains, on m'a cité cet automne des dossiers qui étaient repassés en dessous des 3%. Donc, alors évidemment, c'était des dossiers plutôt favorables, mais donc il y a des choses intéressantes qui se passent. On a une baisse qui est très lente. La Banque centrale européenne qui donne un petit peu le là par rapport à ça, elle est prudente. Certains diront qu'elle est excessivement prudente. Bon, je vais pas rentrer dans ce débat, en tout cas ici. Moi, je constate, le gouverneur de la Banque de France a encore affirmé assez récemment que la Banque centrale européenne allait continuer cette politique dans les mois qui viennent. Donc on peut présumer a priori que l'année 2025 devrait être une année où les taux pourraient continuer de baisser. Maintenant, j'ai 3 choses à dire par rapport à ça. La première, c'est que l'emprunteur, l'acquéreur, faut pas qu'il s'arrête toujours à ça. Pourquoi ? Parce que des prêts, ça se renégocie et que éventuellement ceux qui ont emprunté, admettons, il y a 1 an et demi à 4%, rien ne les empêchera d'ici 1 an ou 2, voire de renégocier leurs taux si les taux continuent de baisser. Ils pourront renégocier leurs prêts sans aucun souci. Ce qui fait que si on regarde les choses de manière lissée sur
20 ans d'emprunt, finalement, ils n'auront pas été de manière permanente à 4,5%, c'est-à-dire le taux qu'ils subissaient au moment où ils ont acheté leurs biens immobiliers, négociés au fil du temps. Donc il y a toujours cette liberté quand même. Et il faut toujours l'indiquer. Trop souvent, les taux élevés sont vécus comme un frein par les acquéreurs, oubliant par là même qu'ils sont pas pieds mains liés avec la banque pendant les 20 ans qui viennent. Tout ça peut se rediscuter. Deuxième observation, c'est ce que j'ai dit précédemment, c'est qu'attention, on a des signes quand même, des signes qui sont pas toujours ultra positifs. C'est la situation française. La France emprunte, en tout cas, alors là je parle de la France, sur 10 ans, elle emprunte à des taux de plus en plus élevés et malheureusement ça pourrait avoir une incidence sur la manière dont les banques, nos banques françaises, calculent elles-mêmes leurs taux, les taux qu'elles proposent au grand public, notamment sur du crédit immobilier. Donc ça, c'est un élément qu'il faut regarder quand même avec beaucoup d'attention. Le troisième élément, c'est que alors là, je vais faire un peu de macroéconomie, mais rapide, parce que ce que je vais dire peut être discutable sur certains aspects. La nouvelle politique économique de Donald Trump aux États-Unis, selon certains économistes, ça pourrait amener de nouveau de l'inflation. Et donc, alors pourquoi ? Parce qu'on est sur une politique beaucoup plus protectionniste, etc. Donc retour de l'inflation. Qui dit retour de l'inflation pourrait de nouveau engager les banques centrales à être moins généreuses sur les baisses de taux qu'elles ont amorcées depuis un an et demi. Voilà. Donc, vous voyez, tout ça est à regarder avec beaucoup d'attention. Et ma conclusion sur ce point-là, c'est que ceux qui ont des projets immobiliers, là, je vais tenir un discours d'agent immobilier. Je suis pas agent immobilier, donc je tiens ce discours avec d'autant plus de liberté. Si vous avez des projets, mais allez-y, allez-y maintenant. N'attendez pas une baisse des prix, parce que la baisse des prix, elle risque pas d'arriver. Voilà, je pense que la baisse des prix, elle va commencer à être un peu derrière nous. Et deuxièmement, on n'est pas à l'abri, même si c'est pas la situation la plus probable, on n'est pas à l'abri d'une augmentation des taux des crédits immobiliers dans, on va dire, dans les 12 mois qui viennent, même si c'est pas le plus probable. Donc, si vous avez des projets, allez-y, parce qu'il y a une sorte de conjonction des planètes là, qui peut-être ne se reproduira pas avant quelques mois, voire quelques années. Bien, ça c'était le top numéro 1. Alors, nous avons passé en revue les 5 tops de l'année 2024, je les rappelle. La transformation urbaine autour du village olympique. Le deuxième, c'était la densification urbaine maîtrisée, cette densification douce dans les zones pavillonnaires. Le top 3, les professionnels de qualité qu'on peut suivre si on veut une information correcte et fiable. Le top numéro 2, c'est possible sortie de crise en matière immobilière. Et le top numéro 1, la baisse des taux des crédits en 2024. Bon, voilà, j'ai fait mon tour d'horizon de cette situation, ce qui fait que, à la fois avec l'épisode précédent sur les flops de l'année 2024 et cet épisode sur les tops de l'année 2024, ça donne quand même une perspective assez intéressante de ce qui s'est passé en matière immobilière en 2024. Alors là, on attend 2025 de pied ferme. On verra bien ce qui va se passer. On ne peut qu'espérer du mieux. De toute façon, ça ne sera pas compliqué à ce niveau-là que d'espérer du mieux. Et moi, je vous dis à très bientôt. Merci pour votre fidélité, d'être toujours de plus en plus nombreux à m'écouter sur les plateformes de podcast et puis également sur YouTube où la chaîne grandit tranquillement. Voilà, ça a la possibilité de me voir et de m'entendre au format vidéo. Bon, ça change pas radicalement les choses, mais ça fait un supplémentaire où il est possible de m'écouter. Voilà. À très bientôt et bonne journée à vous.